Les jeux vidéo, on y passe des heures, on s'y plonge pour décompresser, pour s'évader. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on est bien sûr que c'est juste un loisir, totalement inoffensif? Hmm. Est-ce qu'on ne serait pas, parfois, subtilement influencé à chaque partie, sans même s'en rendre compte? C'est la grande question. C'est un peu le cœur de notre exploration aujourd'hui, et on va s'appuyer sur un article vraiment passionnant de Julien Alvarez, qui est professeur à l'Université de Lille. C'est exactement ça. L'idée, c'est pas de faire le procès du jeu vidéo, hein, loin de là. Non, bien sûr. C'est plutôt de soulever le capot et de regarder un peu la mécanique. On va décortiquer comment un jeu peut devenir un vecteur d'idées, de messages, et même de ce qu'on appelle le soft power. Cette fameuse influence culturelle. Voilà, on va avoir des exemples très très directs, presque caricaturaux, mais aussi des choses beaucoup plus fines. Et surtout, on va se poser cette question entre ce que le créateur veut dire et ce que le joueur, lui, comprend. Que se passe-t-il vraiment? Ok, le programme est alléchant. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le plus simple, je pense, c'est de commencer par les cas où le message il n'est pas du tout caché. Ah oui. Je pense à cet exemple incroyable cité dans l'article America's Army. Ah oui, là on est dans le cas d'école. America's Army, c'est pas juste un jeu de tir, c'est un jeu qui a été développé et distribué gratuitement par l'armée américaine. Par l'armée elle-même. Oui, de 2002 à 2022, le but était complètement avoué, c'était un outil de com et de recrutement. C'est ça qui est dingue. C'est pas une entreprise qui fait un jeu de guerre, c'est l'armée qui fait son propre jeu. Et l'article insiste sur un détail qui n'en est pas un. L'âge? L'âge, voilà. Il était accessible dès 13 ans. C'est hyper direct comme approche. C'est une stratégie de long terme. On s'attend pas à ce qu'un ado de 13 ans s'engage le lendemain. Non, bien sûr. Mais on plante une graine, on familiarise avec les valeurs, l'équipement, le jargon. On présente l'armée sous un jour héroïque, technologique. Et dans le jeu, on pouvait incarner que le camp américain. Ah oui, uniquement. C'est de la propagande, quoi, au sens premier du terme, mais adapté au XXIe siècle. Et cette idée de jeu comme outil d'influence, ça se limite pas aux militaires. Il y a le versant économique, et là, c'est parfois beaucoup plus subtil. L'exemple du jeu Energyville est assez parlant. Ah, Energyville, commandité par Chevron en 2007. C'est ça. Ce qui est fascinant avec cet exemple, c'est l'intelligence de la démarche. Ce n'est pas un jeu qui dit « le pétrole, c'est formidable ». Non, non. C'est un jeu de gestion qui simule la transition énergétique. On y trouve des éoliennes, des panneaux solaires. Donc en apparence, c'est plutôt positif, presque éducatif. Exactement. Sauf que l'article explique que les règles du jeu, la manière dont l'économie fonctionne, tout est calibré pour que l'utilisation des énergies fossiles apparaisse comme la solution la plus simple, La plus logique. la plus rentable, la plus logique pour le joueur, voilà. On ne nie pas les énergies renouvelables, on les intègre pour mieux les marginaliser dans la mécanique du jeu. C'est une légitimation par la pratique. C'est beaucoup plus puissant qu'un slogan. C'est très fin comme manipulation. Mais alors, à l'autre bout du spectre, il y a des exemples qui sont presque surréalistes. Je pense à ce jeu mobile chinois Clap for She. Franchement, quand j'ai lu ce passage, j'ai cru à une blague. On est d'accord. Un jeu sorti en 2017 où le seul but, c'est de taper sur son écran le plus vite possible pour applaudir un discours du président Xi Jinping. Et les chiffres sont fous. Plus de 400 millions de téléchargements. 400 millions, c'est vertigineux. Ça donne le vertige, oui. Et le gameplay, aussi simple soit-il, est très malin. C'est facile, les parties sont courtes, ça encourage à rejouer pour améliorer son score. Et chaque partie, c'est une nouvelle exposition au visage et au discours du dirigeant. C'est un outil de culte de la personnalité à l'échelle d'une nation, quoi. Parfaitement adapté à l'ère du smartphone. Ok, on a donc ces exemples de l'artillerie lourde américaine au marketing subtil de Chevron et à la propagande chinoise. Mais ça soulève une question évidente. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'un joueur qui joue à America's Army se lève le lendemain pour s'engager? C'est la question à millions, et c'est là que l'analyse devient vraiment nuancée. On a tendance à penser que si le message est là, il est reçu 5 sur 5. Mais en fait, c'est bien plus complexe. Il y a un concept clé qui est introduit, celui de l'écart interprétatif. L'écart interprétatif? C'est l'idée que le message envoyé par le créateur et le message reçu par le joueur peuvent être deux choses complètement différentes. D'accord. C'est un peu comme raconter une blague, tu vois. Vous avez une intention, faire rire, mais selon la personne, son humeur, sa culture, elle peut rire, être vexée ou juste pas comprendre. Et pour un jeu, c'est pareil. C'est pareil, le joueur arrive avec son propre bagage, ses attentes, et il va interpréter les graphismes, le scénario, les règles, à sa manière. Mais les créateurs ne sont pas complètement démunis. Ils doivent bien avoir des techniques pour essayer de guider un peu l'interprétation du joueur, non? Au-delà des cinématiques ou de la musique.
Bien sûr. Et il y a un concept particulièrement intéressant qui est abordé, la rhétorique procédurale. Ça a l'air un peu barbare comme nom. Ça l'est un peu, mais l'idée est brillante. Expliquez-nous ça. En fait, ce qui est fascinant, c'est que le message n'est plus dans le texte ou l'image, mais dans les règles mêmes du jeu. Dans les règles? Oui. L'exemple donné, c'est celui d'un jeu de course. Imaginez qu'on vous propose de choisir entre plusieurs marques de pneus. Le jeu va pas vous dire la marque A est la meilleure. Non. Par contre, si vous choisissez les pneus de la marque A, votre voiture aura une meilleure adhérence, vous prendrez mieux les virages, vous gagnerez plus facilement. Ah d'accord, ok. Donc le jeu te fait ressentir la supériorité du produit. Il ne te le dit pas. L'argument est intégré dans la simulation, dans l'action de jouer. C'est exactement ça. C'est une influence presque invisible parce qu'elle passe par le plaisir de jeu. Mais même avec ça, le joueur reste le maître à bord. Il y a une citation géniale d'un théoricien du jeu, Gonzalo Frasca, qui résume tout. Oui. Il dit même si le concepteur propose des règles, c'est toujours le joueur qui décide. Et il y a une étude de cas dans l'article qui illustre ça de manière spectaculaire. Elle a été menée sur un jeu qui s'appelle McDonald's Video Game. Ah oui. C'est un jeu satirique qui est censé critiquer les pratiques de la multinationale. Oui, et les résultats sont incroyables. Les chercheurs ont vu que lorsque les gens jouaient en groupe, ils étaient plus nombreux à percevoir qu'il y avait un message caché dans le jeu. Le groupe aide à décrypter, ça semble logique. On pourrait croire le taux de détection du message a augmenté de 15%. C'est pas mal. Mais ce n'est pas si simple. Pas du tout. Car s'ils voyaient qu'il y avait un message, ça ne veut pas dire qu'ils le comprenaient correctement. Ah, Le taux d'interprétation correcte, c'est-à-dire comprendre que c'était une critique de McDonald's, n'a augmenté que de 6%. mais alors, s'ils ne voyaient pas la critique, qu'est-ce qu'ils pensaient? Que c'était juste un jeu de gestion mal fait? C'est un peu ça. Le groupe aidait à surmonter les difficultés techniques, à comprendre comment jouer, mais pas forcément à décoder l'ironie. Mais le plus fou, c'est ce qui s'est passé après le jeu. Oui, c'est le retournement de situation final. Une fois la partie terminée, les chercheurs ont fait un débriefing. Ils ont expliqué à tout le monde le but réel du jeu. C'était une satire. Et là, Quoi? plusieurs participants ont avoué que toute cette expérience leur avait donné envie d'aller manger un hamburger. C'est pas vrai, c'est incroyable. L'effet est carrément inversé. Le jeu est conçu pour critiquer la marque et au final, il agit presque comme une pub. Ça prouve bien que comprendre un message ne veut absolument pas dire y adhérer. C'est une leçon d'humilité pour quiconque pense pouvoir contrôler un message. Et ça montre surtout l'importance du débriefing, de la discussion qui a lieu après le jeu. Sans ça, le message peut se perdre complètement. Et cette idée du débriefing amène l'article à évoquer une approche complètement folle, l'idée d'un jeu injouable. C'est un concept qui va à l'encontre de tout ce qu'on attend d'un jeu. Attendez, un jeu injouable. C'est complètement contre-intuitif. Le but d'un jeu, c'est d'y jouer, non? Oui, mais là, le but est de forcer la réflexion. L'exemple donné, c'est une formation pour des missions humanitaires. D'accord. Imaginez qu'on distribue un jeu de cartes à un groupe. Sauf que, secrètement, chaque joueur a reçu des règles un peu différentes. Oh là là. Pour l'un, là, c'est la carte la plus forte. Pour un autre, c'est le roi. Et la consigne est de jouer sans parler. Ça doit être le chaos total en quelques minutes. C'est le but. Le jeu devient impossible. La frustration monte. Le message n'est pas dans les règles, il est dans l'impossibilité de jouer ensemble. Et c'est pendant le débriefing que tout s'éclaire. L'animateur fait le parallèle quand voilà ce qui se passe sur le terrain quand vous ne comprenez pas les codes culturels de la population locale. Ah oui, c'est puissant. L'échec dans le jeu devient un outil pédagogique. Le jeu n'est plus la fin, c'est le moyen. C'est une approche fascinante. Jusqu'ici, on a parlé de messages très ciblés, mais tout ça me fait penser à une dimension beaucoup plus globale. Quand des millions de gens jouent à des jeux américains, japonais ou chinois, ça doit bien avoir un impact culturel, non? Est-ce que l'article fait le lien avec ce qu'on appelle le soft power? Absolument. Et c'est peut-être l'enjeu le plus important. On sort des messages intentionnels pour entrer dans l'influence culturelle diffuse. D'accord. Le soft power, en gros, c'est l'idée que l'influence ne passe pas forcément par les chars d'assaut, mais parfois par un personnage de jeu vidéo iconique. C'est la diplomatie par la culture. Et le jeu vidéo, avec un marché qui pèse plus lourd que le cinéma et la musique réunis, est devenu un champ de bataille majeur pour ce soft power. Un champ de bataille et une vitrine. Produire un jeu à succès mondial, c'est faire la démonstration d'une suprématie technologique et créative. L'article dresse une cartographie très claire. On a les États-Unis, j'imagine.
Évidemment, avec des mastodontes comme Microsoft, Activision ou Rockstar Games. Quand on joue à Grand Theft Auto ou Red Dead Redemption, on s'immerge dans une vision fantasmée, certes, mais très puissante de la culture américaine. Il y a le Japon aussi, un acteur historique. Bien sûr, avec Sony et Nintendo. Et l'exemple de Ghost of Tsushima est très intéressant. Un jeu sur le Japon féodal qui a eu un succès planétaire et a fait découvrir la culture des samouraïs à des millions de joueurs. Ça montre comment la culture peut voyager et être réappropriée. Et puis, il y a le nouvel acteur qui bouscule tout, la Chine. La Chine a une stratégie très agressive, très réfléchie. Le géant Tencent a investi massivement dans les studios occidentaux, comme Riot Games, le créateur de League of Legends. Ah oui, Et ce n'est pas un hasard si on voit des événements célébrant le Nouvel An chinois apparaître dans le jeu. En parallèle, il développe des superproductions comme Black Myth Wukong, un jeu magnifique basé sur la mythologie chinoise, clairement conçu pour être une vitrine culturelle. mais cette domination des trois grands États-Unis, Japon, Chine, ça doit forcément créer des déséquilibres. Et c'est là qu'on touche à un point crucial, Cham, ce que l'article appelle les inégalités culturelles. Développer un jeu qui peut rivaliser sur la scène mondiale coûte des centaines de millions de dollars. C'est inaccessible pour beaucoup de pays. La plupart des pays n'ont tout simplement pas cette capacité. Ils deviennent alors principalement des consommateurs de culture dominante plutôt que des exportateurs de leur propre culture. Il y a un exemple qui m'a vraiment marqué à ce sujet, celui du studio polonais CD Projekt Red. Oui, c'est un cas d'école. CD Projekt Red, ce sont les créateurs de The Witcher. Un succès planétaire qui puisait son inspiration dans le folklore slave. Une identité culturelle très forte. Et alors? Eh bien, pour leur prochain grand jeu Cyberpunk Orion, ils ont annoncé qu'une part majeure du développement se ferait dans leur nouveau studio à Boston, aux États-Unis. Et la raison est explicite, c'est ça qui est fou. C'est ça, l'objectif est clairement d'américaniser le produit pour qu'il corresponde mieux aux attentes du marché mondial. C'est une décision économique qui a des conséquences culturelles énormes. Ça suggère que pour être mondial, un jeu a tout intérêt à adopter des codes culturels américains. C'est fou. Un studio européen au sommet de sa gloire qui se sent obligé de faire ça. Exactement. La conclusion est donc assez forte. Même un jeu sans message politique ou commercial évident est porteur d'une idéologie, ne serait-ce que par sa provenance, sa langue. L'acte de production lui-même est un enjeu de pouvoir. Tout à fait. Pour résumer, on a vu que les jeux vidéo peuvent être des outils de propagande directe, comme America's Army, du marketing d'influence, comme Energyville, et surtout de puissants vecteurs du soft power. Mais la grande variable qui complexifie toujours l'équation, c'est le joueur. Toujours, le joueur. Avec son écart interprétatif, sa capacité à détourner, à ignorer ou même à comprendre de travers le message, il reste l'élément imprévisible qui empêche toute conclusion simpliste. Et en y réfléchissant, cette histoire du prochain cyberpunk qui sera américanisé ouvre une dernière question, un peu inquiétante. À mesure que les jeux deviennent de plus en plus chers, de plus en plus globaux, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une sorte d'homogénéisation culturelle ? Un monde où, pour exister, les histoires doivent se conformer à un modèle dominant, laissant de moins en moins de place aux perspectives plus locales, plus uniques. C'est une réflexion à poursuivre la prochaine fois qu'on lancera une partie.